bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce premier épisode du premier épisode de la seconde saison des We2 Live. Donc les We2 Live, c'est les rencontres que nous organisons avec des invités dans le cadre de notre grande organisation We2. Alors avant de donner la parole à Chantal Virement à mes côtés, que nous sommes tellement heureuses de recevoir, je vais vous recadrer. Je vais vous recadrer un tout petit peu ce que c'est que l'aventure We2. Donc, le We2 Festival a eu lieu en septembre dernier et aura lieu pour la deuxième édition en septembre prochain. C'est un festival féministe et familial, inclusif, qui essaye de faire coïncider ces deux mots de famille et de féminisme qui parfois se frottent et un peu du mal à se rencontrer. Donc nous, par un questionnement et par l'envie de rendre tout ça festif et collectif, on a décidé par un festival pluridisciplinaire, mais aussi, et c'est bien ça qui se passe aujourd'hui, mais aussi par des rencontres et d'autres événements qui auront lieu tout au long de l'année, de continuer à questionner le féminisme. Et donc les We2 Live, une rencontre. Donc nous ne sommes pas journalistes et on a envie de se positionner comme des féministes engagées qui avons envie d'aller vraiment vers des personnalités qui nous touchent, qui ont marqué aussi nos parcours en tant qu'artistes. Voilà. Donc je tiens d'abord à citer les 6 organisatrices du We2 Festival qui se donnent un mal fou et qui travaille bénévolement dans l'amour et dans la passion depuis 1 an pour fabriquer ce qu'on fabrique ensemble. Donc il y a Del Kilofer, Sephora Eman, Cécile Martin, Morgane Massard, Aline Stinus et donc moi-même, Caroline Sahuquet. Donc bonjour Chantal. Bonjour Caroline. Et merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Donc je recadre aussi que j'ai la chance de te connaître dans un autre cadre puisque j'ai la chance de t'interpréter sur scène dans le spectacle Speculum que vous avez peut-être vu qui était programmé au premier We2 Festival. Et donc, on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble. Et pour moi, c'était la rencontre attendue. Je t'avoue que je suis très émue et très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Parce que j'ai encore des millions de questions à te poser. Je sais que quand on te donne la parole, on est toujours très bouleversé et heureux. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, qui est notre petit rituel au We2, c'est de savoir si tu te définis en tant que féministe, depuis quand, et s'il y a quelque chose dans ton parcours, un déclic qui a marqué ton parcours de soignante, parce que j'ai oublié de te présenter, parce que j'ai l'impression qu'on ne te présente plus, mais Chantal Virement est donc sage-femme et officière de la Légion d'honneur. Les titres sont beaucoup trop longs pour tous les énumérer, mais on peut dire, si tu m'arrêtes si je me trompe, que tu as toujours fait coïncider ton parcours de soignante et ton combat pour les femmes. Oui, bien entendu. Parce que c'est un petit peu comme une évidence, c'est-à-dire que l'égalité, elle n'est pas là. Donc féministe, ça veut dire bien sûr réfléchir au fait que l'égalité n'est pas là, mais qu'est-ce que tu fais toi en tant qu'individu pour permettre que l'égalité existe un jour, pour la faire advenir, quoi. Donc pour moi, être féministe, c'est être aussi quelqu'un d'engagé. C'est pas seulement être d'accord avec des idées. C'est à un moment donné prendre des risques d'être catalogué, prendre des risques d'être haï, prendre tout ça. Mais à chaque fois que tu t'engages, il faut qu'il y ait cette espèce d'évidence qu'il n'y a pas d'autre solution et que tant pis, ma foi, on n'a qu'une vie. Et finalement, elle est assez courte. Et donc, ce combat nécessaire, il a marqué tout ton parcours de soignante ? Alors, il a marqué tout mon parcours de soignante, bien sûr, parce que à l'intérieur de l'hôpital, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que la hiérarchie est tellement pesante, hurlante même. Il y a des normes, des critères, et c'est souvent porteur d'un patriarcat, et bien plus que ça, quoi. Quand je pense à tout ce que j'ai traversé. Alors, moi j'ai été extrêmement privilégiée parce que justement j'ai fait le choix d'aller travailler dans une équipe où les sages-femmes étaient très importantes et où l'esprit autour des femmes était extrêmement bienveillant puisque c'était la maternité des Lilas.
et où, en même temps, il y avait une réflexion d'équipe. Il ne faut quand même pas oublier que c'est une maternité où on a travaillé dans ce qu'on appelle un balint, c'est-à-dire que toute l'équipe se retrouvait avec un psychanalyste pour parler de la même situation, mais vue par les différentes personnes de l'équipe, ce qui donnait des éclairages différents en fonction justement de l'endroit où tu étais dans la hiérarchie. C'était extrêmement novateur, ça. Non, ça existait uniquement chez les médecins de médecine générale. C'est comme ça que ça a commencé, les groupes Balint. Et c'était eux qui parlaient pour s'enrichir au niveau de leur pratique professionnelle. Ce qui a été novateur, c'est que ça se passe dans une équipe, dans une maternité. Et du coup, c'est sûr que ces éclairages ont permis de se dire que tout le monde était essentiel dans une équipe. Et alors, bien sûr que ça va être le discours de tout le monde est essentiel dans une équipe, sauf que les paroles de chacun ont des poids différents dans l'équipe. Et là, le fait que d'un seul coup, il y a un éclairage, on se disait, mais oui, c'est vrai que, par exemple, je donne ça comme exemple, mettons qu'à ce moment-là, je sois sage-femme ensuite de couche, parce que je pense à une femme de ménage, justement, qui était illettrée et qui était particulièrement brillante et intelligente. Voilà. Et je la revois, quand on était très, très pressé et que je voyais qu'une femme n'était pas bien. Elle était extraordinaire parce qu'il suffisait de lui dire, écoute, je n'ai pas tout perçu de ce qui se passe, est-ce que tu pourrais aller faire un tour dans la chambre? Donc, elle balayait, etc. Mais en même temps, elle apportait le plateau du petit déjeuner, le plateau du repas de midi, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un soin, une attention à la personne, et pour une femme qui vient d'accoucher, d'un seul coup, d'avoir cette maman qui n'est pas la sienne, avec qui il n'y a pas d'enjeu, etc., mais qui s'occupe de vous, et qui en même temps n'a pas justement une place importante dans la hiérarchie, elle se lâchait vraiment très facilement, c'est-à-dire psychologiquement facile, quoi. Et donc elle s'arrêtait sur son balai et puis elle disait « mon petit », parce qu'elle avait un certain âge, voilà, avec ses réflexions extrêmement, comment dire, gentilles et... Voilà, et pleine d'empathie, etc. Et les femmes parlaient, et après elle arrivait, et elle avait fait sa visite en fait. C'était la visite vue du côté de la personne le plus bas, normalement dans la hiérarchie. Et grâce à ça, moi je gagnais 3 heures de mon temps, et surtout je savais exactement ce que je devais faire dans telle et telle et telle pièce. Voilà. C'est hyper intéressant de se rendre compte que là, encore plus en ce moment, avec tout ce qui résonne, parce que ça va être une de mes prochaines questions, mais de se rendre compte à quel point, évidemment, à toutes les échelles, la santé est réfléchie dans sa globalité et tous les postes sont absolument essentiels au bien-être du patient, et en particulier sur la question de la naissance. Oui. En même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'hôpital en général, mais encore plus la maternité, est quand même un lieu avec un pourcentage de femmes qui est juste énorme. Et maintenant, il y a des gynécologues obstétriciennes hommes, mais qui sont passés par le laminoir des études hospitalo-universitaires et des valeurs hospitalo-universitaires, et qui finalement sont porteuses tout autant d'une forme de machisme, enfin, en tous les cas, de cette même hiérarchie. Et donc, moi, je dirais que ce que je voulais dire, en fait, tout à l'heure, c'est qu'il y a une ambiance harémique, de harem. Voilà. Et que, alors que pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si on était réellement dans un lieu de soins, et dans un lieu où justement il y a absolument besoin de professionnels de santé qui soient particulièrement pointus sur le plan de la pathologie que sont les médecins et qui ont fait des études par rapport à ça et qui ont des responsabilités au-dessus de ça, eh bien finalement c'est pareil, on ferait juste que des ponts. Il ne faut pas que ce soit la même personne qui puisse décider avec une culture qui soit autour de la pathologie. Sinon, il est normal
que sa culture puisse transparaître autour de l'organisation d'une maternité. Or, dans une maternité, 70% des actes se passent autour de la physiologie. Donc, comment veux-tu que la culture de quelqu'un qui n'a passé toute sa vie, enfin 15 ans de sa vie à faire de la pathologie et qui organise tout autour de ça, bien entendu, et autour de la bagarre contre la mort, Dieu merci et Dieu sait qu'on en a besoin, puisse penser autrement. Tu ne peux pas lui demander de penser autrement. Et il y a des gens à l'intérieur de la maternité qui sont dans les 70% de physiologie, par exemple, et qui ont une pensée de la physiologie, de l'accompagnement. Et puis les temps ne sont pas les mêmes. Donc quand on réfléchit, nous on est sur un temps d'accompagnement qui est long. Le temps du médecin, c'est un temps de l'urgence, de l'intervention, donc, et qui doit être très rapide au contraire, pour qu'il soit efficace. Tu m'avais décrit dans une de nos précédentes rencontres quelque chose par les gestes qui m'avait beaucoup marqué. Tu m'avais dit les obstétriciens, ils sont là-dedans et nous, on est là-dedans. Eux, ils sont là-dedans et nous, on est là-dedans. Ce qui voulait dire qu'eux, ils sont dans le spécifique, dans l'intervention précise et d'ailleurs leur savoir-faire. Voilà. Est-ce que tu te rappelles de m'avoir dit ça et tu peux me développer un peu si ça te rappelle quelque chose ? Je ne me rappelle pas avoir dit ça, mais oui, on n'est pas du tout sur la même réflexion. Par exemple, la sage-femme, elle est formée au diagnostic de la pathologie, parce qu'il faut qu'elle appelle dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Mais ce quelque chose qui n'est pas bien, qui se passe mal, si c'est une bonne sage-femme, il faut le sentir dans l'air avant qu'il se produise, pour aller vite au moment où ça se produit. Et donc, la sage-femme, elle est à l'écoute des molécules qu'il y a dans l'air. Et c'est ça qu'elle essaye de repérer avant que ça se produise, tout en faisant tout pour que les molécules circulent, et ça c'est l'accompagnement, le mieux possible, c'est-à-dire que justement, il n'y ait pas d'un seul coup une intrusion de pathologie à l'intérieur. Maintenant, même si elle est super sage-femme, machin chose, il y aura de la pathologie. Et il y aura de la pathologie d'un seul coup qui arrive. Et donc, il faut le penser aussi, la pathologie. Mais ce n'est pas la même approche du tout. Et bien sûr que là, le médecin, il va intervenir. Alors, c'est peut-être ça que je voulais dire. Effectivement, sur la pathologie, la traiter, il va faire son intervention, il va la résoudre. Et oui, il va sauver des vies en faisant ça, mais bien sûr. Eh ben, je fais un tout petit retour en arrière par rapport à ma toute première question, parce que c'est vrai que ça m'intéresse. Est-ce que tu peux nous rappeler, dans tes jeunes années de sage-femme, s'il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait que, plus précisément encore, que la passion qui t'a guidée vers ce métier, t'as décidé à devenir une sage-femme féministe ? Tu nous racontais tes premières années à Bodlock, à l'époque où, par exemple, l'IVG n'existait pas. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu ce qui se passait à ce moment-là ? C'est là où j'ai promis, quand ça s'est passé à Bodlock. Mais avant, disons qu'il y a une lignée de femmes quand même au-dessus de moi qui avaient une réflexion féministe, mais qui ne se disaient pas féministes parce que ça n'existait pas quasiment ce terme-là. Il y a eu suffragettes dans leur génération, mais féministe, ça a été plutôt de ma génération. Et oui, effectivement, le premier stage que j'ai fait à Bodlock était à l'Istère, et c'était un lieu où il y avait des femmes qui étaient infectées suite à la pose de sondes. Rappelons quand même qu'à l'époque, ces poses de sondes étaient le seul moyen de faire un avortement, d'arriver à réussir un avortement. Alors ça consistait en quoi ? Ça consistait à mettre une sonde, de la laisser en permanence dans l'utérus de la femme jusqu'à ce que ça s'infecte. Et à ce moment-là, l'infection entraînait les contractions et la sortie, l'expulsion de l'œuf. C'était le mécanisme qui existe toujours d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une femme qui a une infection, c'est pour ça qu'on regarde vraiment les infections pendant la grossesse, etc., pour éviter et les avortements et les accouchements prématurés. Voilà. Donc ça fait partie toujours des pathologies éventuelles. Donc là, le but était d'infecter.
Donc, voilà, si tu ne... Enfin, je veux dire, d'une certaine façon, si tu posais ta sonde stérilement, ben, c'était pas rendre service à la dame parce qu'elle allait la garder une semaine de plus. Hein. Voilà, enfin bon. Et donc, c'était à la fois la rupture de la poche des os et l'infection qui allait entraîner l'expulsion de l'œuf. Voilà. Et c'était dans ce service-là que moi j'ai été. Voilà. Et j'étais bébé, enfin même pas bébé sage-femme, parce que j'étais pas sage-femme à ce moment-là, c'était mon premier stage d'étudiante sage-femme, 17 ans, chaussettes et couettes, quoi, ou natte, enfin bon, tu vois à peu près le truc. Et j'arrive dans ce service où l'infirmière qui avait beaucoup de travail, qui posait les perfs, je ne savais pas poser les perfs, me dit « Bon, écoute, je vais t'apprendre à prendre la tension. Le pouls, bah, tu comptes, voilà, elle m'apprend à prendre le pouls. Je fais un diagramme avec les heures, et puis je commence à prendre les tensions, les températures, etc. Puis elle me dit, voilà, quand une femme, il y a tant de frissons par heure, il faut que tu appelles tout de suite l'interne. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, quand on appelait l'interne, il emmenait la femme juste à côté, c'est-à-dire à Cochin, en réanimation à Cochin, parce qu'elle avait voilà, une septicémie. Voilà. C'était le diagnostic de septicémie. Donc moi, j'étais là pour compter, alors donc trop jeune dans ma tête, beaucoup trop jeune pour vivre ça, et en même temps, bon, c'était ça qu'on me demandait de vivre. Hein. Ça fait partie des bizutages qui n'en sont pas, parce qu'en même temps, c'est là que j'ai appris, et bon, voilà, c'est compliqué, hein, là. Mais enfin, c'était assez traumatisant quand même. Alors, ce qui était traumatisant, c'est le raccourci que je faisais dans ma tête, c'est-à-dire, bon, ben, cette femme, il faut que j'appelle l'interne, mais si j'appelle l'interne et qu'ensuite elle va mourir, c'est comme si moi, en appelant l'interne, j'appelais la mort, quoi, voilà. Et il y avait évidemment un raccourci parce que j'étais trop petite, voilà. Et assez vite, je me suis rendu compte que ces femmes avaient mon âge. Et c'est ce que je dis quand je passe ce témoignage, c'est que je regardais dans leurs yeux et au départ, c'est quelque chose que je me suis dit après, c'est-à-dire que toutes me regardaient et toutes, il y avait cette volonté d'avorter. Aucune ne voulait mourir, toutes avaient une envie de vivre incroyable et toutes savaient qu'elles avaient pris le risque de mourir. Et ça, c'est extrêmement féminin. Et là, j'ai compris, je l'ai mis en mots peut-être 30 ans après. Dans ton livre, notamment, Au Monde ? Non, là, à ce moment-là, je ne l'avais pas encore mis en mots. Mais je l'ai su un jour où j'étais en train de parler aux étudiants de sage-femme. J'ai su à ce moment-là qu'entre la vie et la mort, les femmes choisissaient toujours la liberté. Voilà. Et que c'était ça, le truc, quoi, qu'il fallait comprendre. Et qu'au départ, il fallait qu'il y ait une femme qui puisse le dire. Donc c'est ça que j'ai toujours essayé de dire les choses telles qu'elles arrivaient en me répercutant à l'intérieur de moi. Parce que quand tu dis un truc que tu reprends de quelqu'un d'autre, c'est jamais complètement juste, quoi. Tant pis si tu le dis mal, tant pis si tu es à côté, si tu es dans l'approximation, mais au moins tu as essayé, quoi. Tu as fait l'effort et ça se voit que tu fais l'effort. Et tant pis qu'on te traite de nul, c'est pas grave. Il y en a qui font mieux, il y en a qui parlent mieux, etc. Ben, ils parlent mieux et puis voilà, dommage. Pour moi, dommage pour moi. Moi, je sais que quand tu parles, je suis pendue à tes lèvres, comme aujourd'hui. Donc, merci déjà pour cette première réponse très claire. On sent que cette expérience de jeune sage-femme t'a ancré profondément sur la question évidemment du respect du corps des femmes, de leur combat et de leur force, et donc la question de l'IVG aujourd'hui, pour parler un peu d'actualité, se repose un peu partout dans le monde. C'est complètement hallucinant, mais c'est loin d'être un combat gagné. Et notamment ici en France, il y a encore une question qui se pose par rapport à votre profession, qui est que les sages-femmes aujourd'hui, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, n'ont pas le droit de pratiquer d'avortement chirurgical. Et pourquoi ? Et comment c'est possible qu'en 2020, une sage-femme qui a tant l'expertise de cette question ne puisse pas faire avancer la question de
de l'avortement encore ici sur notre territoire. Et est-ce que tu pourras me parler aussi de cette clause de conscience qui est également un problème dans le problème, et de cette lettre que vous avez écrite en tant que communauté de sages-femmes pour parler de la manière dont vous voulez faire évoluer les choses. Alors là, il y a plusieurs questions. Ouais. Pour faire un lien avec ce que j'ai dit avant, je veux juste te dire qu'à ce moment-là, j'ai fait une promesse aux femmes que je ne savais pas du tout comment j'allais la tenir, mais je savais que j'allais m'engager toute ma vie jusqu'à ma mort, jusqu'à mon dernier souffle, autour de cette question de l'avortement. Parce que ce qui fait la beauté d'avoir un enfant, c'est le fait de l'avoir voulu, quoi. C'est le choix. Et donc, et puis il y a autre chose aussi par rapport à la question que tu me dis, mais comment ça se fait que dans le monde il y a encore autant de pays, quand il n'y a pas de loi sur l'avortement sécurisé, c'est-à-dire fait dans des bonnes conditions, c'est-à-dire où on se retrouve avec zéro mortalité et zéro complication, parce qu'il faut bien comprendre que quand il n'y a pas d'avortement, ben les femmes se font avorter, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de la même façon. Elles s'infectent, donc elles meurent, bien sûr. C'est la première cause de mortalité de la jeune femme, quel que soit le pays où il n'y a pas de loi sur l'avortement. Et donc, chaque fois qu'il y a une loi sur l'avortement, c'est la meilleure loi de santé publique qui puisse exister pour ce pays-là, d'accord ? Donc, on est sur des soi-disant morales qui tuent les femmes. Et des jeunes femmes, et des jeunes mères aussi, c'est-à-dire qu'on rend des enfants orphelins. Mais à part ça, il y a une autre problématique que j'avais découverte en travaillant sur l'avortement, puisque après j'y ai travaillé toute ma vie, c'est que les taux de mortalité des enfants, quand il n'y a pas de loi sur l'avortement, suivent les taux de mortalité des femmes. Pourquoi ? Alors là, je me dis, mais pourquoi ? Quel est le rapport entre les deux ? Eh bien, c'est quand il y a une loi sur l'avortement, en général, on ne peut pas dire à 100%, mais pratiquement tout le temps, quand tu gardes un enfant, c'est que tu l'as voulu quand même, puisque tu aurais pu te faire avorter. Hein. Bon, en plus, dans les pays où évidemment il y a l'avortement, il y a en général un développement de la contraception. Hein. Ça va en général de pair, quand même. Même si la France, il ne faut jamais oublier de le dire, est un des pays où les femmes sont les plus contraceptées et très loin d'être un des pays où il y a le moins d'avortements, hein, parce que l'ambiguïté de la grossesse existe et que tout ne marche pas à 100% dans la contraception. Bon, une fois que cette parenthèse-là est dite, ça c'est scientifique, etc., on peut aller voir. L'histoire des bébés, c'est que quand on veut un bébé et qu'on le met au monde, on s'en occupe bien. Et surtout, on fait suivre sa grossesse. Donc, tout ce qui est pathologie de l'enfant, le diagnostic anténatal, ça s'appelle, va être pris en charge. Et donc, il va y avoir évidemment une prise en charge dès la naissance s'il y a une anomalie, une chirurgie qui va être faite tout de suite, et simplement le fait d'avoir désiré et voulu un enfant, eh ben, il va y avoir un soin qui va être apporté à un enfant qui n'est pas du tout du même ordre si tu n'en as pas voulu. Voilà. Et donc, c'est le nier, d'accord ? Et puis, la dernière chose que je voulais dire autour de ça, c'est que ce qui différencie les femmes des animaux, c'est qu'il y a une grossesse psychique, en même temps que physique. Les vaches ne se font pas avorter. Il n'y a pas des interruptions volontaires de vélage, d'accord ? Seules les femmes se font avorter, d'accord ? Parce qu'il y a cette grossesse psychique qui va évoluer au fur et à mesure des mois, d'accord ? Donc, ne pas reconnaître cette grossesse psychique, c'est ne pas reconnaître la partie humaine qu'il y a chez les femmes. C'est donc ne considérer que l'humanité est faite que d'hommes. Et c'est la raison pour laquelle, alors là, toutes les féministes sont d'accord, qu'elles soient autour de la maternité ou pas, on est toutes d'accord là-dessus, voilà, mondialement, y compris dans les pays où il n'y a pas d'avortement, voilà. Mais ce n'est pas parce qu'un pays, effectivement, a voté des lois sur l'avortement, etc., et continue à l'appliquer, que pour autant, il n'y a pas de retour en arrière. Par exemple, la Pologne, hein, qui a été un des pays où il y a eu le plus d'avortements, et du coup, il y a aujourd'hui une régression incroyable. Voilà.
La lutte aujourd'hui, qui est la lutte, je trouve, qui ressemble le plus, excepté la partie MLAC, mais pour tout le reste... On va dire ce que c'est le MLAC. Mouvement de libération pour l'avortement et la contraception, qui est spécifique à la France. Hein. C'est-à-dire qu'en France, en 1973, les femmes se sont organisées pour faire, vu que ce qui se passait avec le taux de mortalité, ce qui se passait et les complications qui entraînaient les stérilités, bien sûr, hein, au niveau des femmes, quand elles ne mouraient pas, il y avait aussi un taux de stérilité qui était important. Bon, outre ça, les femmes se sont organisées pour s'auto-avorter, pas s'auto-avorter, s'avorter entre elles. Voilà, donc des femmes sont venues, alors dans certains MLAC, c'était organisé, c'était des MLAC médecins, mais la plupart des MLAC étaient des femmes de la société civile. Dans le MLAC où moi j'étais, c'était des femmes qui étaient essentiellement institutrices. Voilà, qui faisaient les avortements. Ça, c'est spécifique à la France. Dès que les femmes ont pris en charge un acte chirurgical que les médecins ne voulaient pas faire, je rappelle ça au niveau de l'histoire, hein, c'est quand même important, et c'est spécifique à la France. C'est de ça dont je suis fière pour les femmes françaises. À un moment donné, elles ont dit, mais on arrive, on se tape des curetages qui étaient horriblement douloureux. Je ne parle pas des réflexions qui leur étaient faites en même temps, alors pas de tous les médecins, mais de beaucoup, bon, parce que c'était des urgences soi-disant plus, enfin bon, c'était assez terrible ce qu'elles vivaient à ce moment-là, et oui, elles étaient traumatisées à vie, bien sûr, voilà. Donc, voilà. Donc là, il y a une promesse, et bon, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je l'ai tenue. Sans aucun doute. Et on s'est organisé au niveau des sages-femmes qui pensaient un peu la même chose dans une association qui s'appelle l'ANSFO, hein, Association nationale des sages-femmes orthogénistes. Et dans cette association de sages-femmes, on reprend l'idée que l'acte de l'avortement est un acte qui fait partie de la grossesse, que les femmes qui sont enceintes et qui s'avortent sont des femmes enceintes. Et que la personne qui connaît le mieux les femmes enceintes, c'est quand même la sage-femme. Et qu'aujourd'hui encore, l'absence des sages-femmes dans l'avortement est dommageable pour les femmes, d'abord. Alors, ensuite, que majoritairement en France, les femmes sont avortées et plutôt bien avortées. Pourquoi? Parce que majoritairement en France, ce sont les médecins de médecine générale qui ont pris en charge, je dis majoritairement, hein, je n'ai pas dit pour tout le monde, hein, majoritairement, et que les médecins de médecine générale engagés dans l'avortement sont des belles personnes. Non seulement ils sont des belles personnes, mais c'est des personnes féministes, c'est-à-dire engagées autour du droit des femmes et qui se battent pour non seulement maintenir l'avortement dans d'excellentes conditions, mais réfléchir autour de ce qui va avec. Moi, ce que m'a appris l'avortement, c'est que les femmes, à la limite, elles peuvent accoucher toutes seules, quoi. D'ailleurs, il y a des endroits où elles accouchent toutes seules, hein. Mais elles ne peuvent pas avorter toutes seules. Elles ont besoin de nous sur l'avortement. Et elles le savent. Ouais. Et il y a là une gratitude qui nous est rendue qu'on ne trouvera jamais aussi forte que dans l'avortement. C'est-à-dire, elles ne sont pas malades. Pour pouvoir le faire, il faut un peu s'engager. Pour pouvoir le faire bien, hein, il faut s'engager. Il faut les comprendre jusqu'au bout, les admirer dans leurs décisions. Et puis, savoir jusqu'à, comment dire, ce fil conducteur, respecter ce moment du choix qui est le moment où s'exprime la liberté de la personne. C'est à ce moment-là que ça s'exprime. Ça bascule du côté « je fais » ou « je ne fais pas ». Et voilà. C'est pour ça que la clause de conscience est peut-être quelque chose à revoir. Alors, la clause de conscience, elle existe en médecine pour quel que soit l'acte de la médecine. Ce qu'ont demandé les féministes, et l'ANSFO avec, et l'ANSIC avec, ce qui sont l'organisation des professionnels autour de l'avortement, c'est
que cette clause, que reste que la clause pour l'ensemble des actes médicaux, mais que la clause spécifique à l'avortement soit retirée. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait une clause spécifique à l'avortement? Voilà, c'est ça la question. Et donc, c'est encore une infantilisation de la décision des femmes, en fait, cette clause de conscience, d'après toi, ou c'est plus quelque chose de... Enfin, c'est encore très patriarcal, finalement. Oui et non. Enfin, moi, je le sens plus du côté moral, c'est-à-dire la mainmise sur la bonne pensée. Voilà. Or, il est évident que la bonne pensée, dans l'évolution dans laquelle on est, c'est que les femmes puissent de plus en plus avoir leur place, mais en tant que parole authentique féminine. Pas une place, évidemment qu'il faut qu'elles aient le même salaire, évidemment qu'il faut complètement changer les choses au niveau de l'organisation familiale, évidemment il ne faut pas qu'elles soient battues, enfin tout ça on est... voilà. Mais il y a tapis dans l'ombre, et on le voit bien sur tous les pays finalement non démocratiques, à quel point il y a un retour de bâton autour du droit des femmes et autour de comment on fait, c'est-à-dire évidemment qu'on met, on nie leurs droits spécifiques et puis on renforce cette espèce de morale autour de la famille qui est... parce qu'il faut une morale autour de la famille, mais c'est pas la même, c'est pas la même. Et enfin, bon, je pense que tout ça, c'était quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, d'un combat dont il faut faire attention seconde après. Il faut être vigilant aujourd'hui, hein, vraiment vigilant. Et donc, justement, vous êtes vigilante, vous êtes organisée en collectif de sages-femmes. C'est une association. Une association. C'est l'Association nationale des sages-femmes orthogénistes. Orthogénie, ça veut dire quoi? Qui s'occupe de l'orthogénie, c'est-à-dire ortho c'est droit, et génie c'est la reproduction, tous les droits autour de la reproduction. Et donc ces sages-femmes-là se battent pour pouvoir assumer l'avortement dans sa totalité, avec les médecins qui l'assument aujourd'hui. Et actuellement, vous faites que des avortements médicamenteux, c'est ça? Voilà, ça a été déjà difficile, hein, ça a été une longue bagarre pour avoir les médicamenteux. Comme d'habitude, les médecins sont montés au créneau en disant qu'on n'était pas capable de faire ça, etc. Comme d'habitude, toutes les statistiques sont revenues en disant que non seulement on était capable, mais ça se passait vraiment très très bien. Voilà. Et puis c'est vrai que de plus en plus, les femmes viennent vers nous pour la gynécologie physiologique et autour de l'avortement médicamenteux, voilà, parce que ça fait partie des événements, je veux dire, physiologiques de la vie d'une femme. Voilà. Bon, on peut... Il y a des femmes et donc, j'ai juste oublié, l'Association nationale des sages-femmes orthogénistes, l'ANSFO, revendique donc ce droit. Et pourquoi elle le revendique? D'abord pour les femmes, parce qu'elles ont effectivement, au fur et à mesure des siècles, appris à accompagner tous les états des femmes. Et la deuxième chose pour laquelle elle revendique ça, c'est qu'aujourd'hui, du fait... qu'en fait les médecins, notamment les gynécologues obstétriciens qui ne veulent pas qu'on ait ces droits-là, et une partie des gynécos et des médecins aussi, de médecine générale, en tous les cas ceux qui ne font pas d'avortement, disent qu'évidemment on n'est pas capable. Hein, voilà. Et là, il y a donc c'est facile, hein, il y a toutes les études internationales qui montrent que quand les pays comme par exemple l'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, etc., où les sages-femmes font les avortements, les résultats sont les mêmes. Et ce qui se passe en France, c'est comme il y a de moins en moins de médecins qui font les avortements parce que les médecins militants sont partis à la retraite. Du coup, il y a de plus en plus d'interruptions médicamenteuses de grossesse et qu'au fur et à mesure des termes qui avancent, il faut quand même que les femmes sachent que c'est quand même des heures éventuellement de contraction pour
arriver à cette fausse couche que va entraîner l'avortement médicamenteux. Et donc parfois c'est plus facile, si elle le désire, d'aller à l'interruption chirurgicale et moins douloureux. L'aspiration, oui, et qu'elle soit sous les 2 formes d'anesthésie qui sont proposées, anesthésie locale et anesthésie générale. Donc, comme il n'y a plus de praticiens de l'anesthésie, enfin de l'aspiration, ou très peu, bah, du coup, il y a une augmentation de l'interruption médicamenteuse. Mais se pose la question de qu'est-ce qui est le mieux pour les femmes. Bien sûr, c'est ce qu'elles vont choisir, mais encore faut-il qu'elles puissent choisir. C'est-à-dire que les choix, dans beaucoup d'endroits, sont limités parce qu'il n'y a pas de place en chirurgie, il n'y a pas de place dans les blocs opératoires. Or, aujourd'hui, on peut faire de l'aspiration dans les centres de santé, par exemple, depuis la dernière loi sur l'avortement. Donc c'est ça qu'elles gagneraient, notamment les femmes, si... d'avoir le choix. Voilà. C'est encore augmenter leur capacité à vivre libre dans leur corps que de laisser les sages-femmes pratiquer ces avortements chirurgicaux. D'augmenter le personnel qui fait de l'aspiration, parce que là, il n'y a plus assez de personnel, donc elles ne font plus que du médicamenteux. Donc c'est ça que, évidemment, on revendique pour les femmes. Maintenant, si elles veulent faire du médicamenteux, très bien qu'elles fassent du médicamenteux, mais ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, comme par hasard, elles choisissent 70% de médicamenteux alors qu'elles vont avoir des heures de contraction. Bien sûr que non. Donc, on les influence par rapport à ça, et s'il n'y a pas le choix, évidemment qu'elles vont faire comme ça. Mais je pense que quand les sages-femmes feront les aspirations, ça va permettre d'augmenter le nombre d'aspirations, et donc ce choix qui est de moins en moins possible. Il est possible qu'il y ait encore... une résistance à ça, notamment morale, encore une fois, pour obliger les femmes à aller vers le médicamenteux pour qu'elles vivent leur avortement comme une forme de punition, pour qu'elles comprennent bien que ce qu'elles ont fait, etc., encore une fois, pour les replacer au niveau de la morale. Je dis ça parce que on m'a rapporté ce genre de témoignages avec des commentaires d'obstétriciens qui disaient, évidemment, tu as eu tes contractions, tu as fait ton bébé dans ta baignoire, et comme ça, on t'y reprendra plus. Est-ce que c'est des choses que tu as pu... Moi, je dirais que ce n'est pas ce que je vois en premier. Ce que je vois en premier, c'est que pour les obstétriciens, l'avortement n'est pas classé comme acte noble dans la médecine, et on ne fait pas carrière dans l'avortement. On ne parle pas de toi dans l'avortement, etc. Donc, puis oui, c'est vrai, c'est un acte facile, c'est pas un acte très compliqué d'avorter une femme, c'est très simple. Donc, en tant que chirurgien ou médecin, etc., tu es plus valorisé sur des actes plus compliqués. Sauf les médecins militants, qui eux sont valorisés par cette aide apportée aux femmes. Je le mets bien. Voilà. Et c'est le but des sages-femmes. C'est pas tellement de faire des avortements, je crois, dans la profession, il n'y a pas une demande monumentale. Il y a dire on est là pour aider les femmes, c'est là qu'est notre place. Et oui, bien sûr que là, actuellement, la France a besoin des sages-femmes pour pratiquer les avortements que les médecins ne pratiquent pas. La preuve, la montée des médicamenteux. Et bien sûr que c'est une preuve. Comment se fait-il que quand il y a le choix réel et qu'on laisse les femmes réellement choisir, il y a un pourcentage qui est à peu près le même en médicamenteux, en chirurgical, avec anesthésie générale et anesthésie locale. Voilà. Donc c'est pas normal, on devrait être sur du 35. Voilà. Surtout qu'il ne faut pas risquer d'aller comme vers l'Italie, vers des obstétriciens qui ne veulent plus le pratiquer parce que justement les rares qui le pratiquent encore ne font plus que ça et ils en ont marre et ils font une sorte de grève de l'avortement et évidemment c'est encore les femmes qui payent. Pour avoir été dans les centres d'orthogénie de Rome, enfin un centre, je peux vous dire que là c'est 40 avortements dans une demi-journée, c'est-à-dire que voilà, les femmes sont là et le médecin il passe d'un truc dans l'autre. C'est ridicule que on ne laisse pas faire les sages-femmes italiennes ou même les infirmières en Italie pour faire les avortements, puisque eux mettent leur clause de conscience. Donc laissons le droit à l'avortement aux femmes italiennes et changeons. Ils n'en veulent pas, mais très bien, voilà. Là, ils veulent pas. La France, c'est autre chose. Ils veulent pas les faire.
Mais ils ne veulent pas que les sages-femmes les fassent. C'est absurde. Voilà. C'est comme ça. Il en va du confort de tous, en fait, des soignants, des femmes, et même de leur confort à eux professionnels. S'ils veulent plus les faire, laissez quelqu'un d'autre le faire. Oui, mais quelque chose de l'emprise sur les femmes, parce que dans le cheptel, dans le harem, il y a bien sûr les femmes et il y a bien sûr les sages-femmes. Et en fait, les sages-femmes qui sont un petit peu dans cet esprit d'indépendance, elles sont aussi autour de l'accouchement dans un esprit d'indépendance qui est créer des filières physiologiques, faire que les trajets soient un peu indépendants, qu'on puisse accompagner les femmes, et surtout qu'il y ait évidemment une femme et une sage-femme, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que dans les salles de naissance, la péridurale, elle n'est pas là pour la douleur des femmes, qui est le but premier de la péridurale, et qui est un très bon but de la péridurale, mais qu'elle est là pour remplacer du personnel qui ne peut plus accompagner. Mes collègues en ce moment me disent « Mais Chantal, on passe 70% de notre temps devant les écrans », que ce soit les écrans de monitoring ou les écrans des dossiers à faire, etc. On n'est plus avec les femmes. Réellement, tout notre temps est occupé par les organisations de services et par de l'électronique. Voilà. Alors, j'ai juste précisé, parce qu'il y a peut-être certaines de nos auditrices qui ne le savent pas, et auditeurs d'ailleurs, que souvent le suivi gynécologique classique peut tout à fait être prise en charge par votre sage-femme et que vous n'êtes pas obligé d'aller voir un gynécologue ou un obstétricien. Si vous avez une problématique spécifique, la sage-femme vous enverra à ce moment-là. Mais pour votre frottis annuel, je vous engage... et la contraception. Et voilà, et la contraception, je vous conseille, à titre totalement personnel, d'aller voir votre sage-femme. C'est moins cher, il y a plus de temps, plus d'écoute, et probablement que vous ressortirez beaucoup plus riche d'informations sur votre corps. Alors là, moins cher, oui, mais de 2 € la consultation. Non, je précise parce que c'est vrai que c'est pas juste par rapport aux médecins de médecine générale. Voilà, on est pratiquement sur c'est-à-dire 23-25 €. Donc c'est de toute façon. Je parlais de mon gynéco, à moi qui prend 120 € la consultation pour à peine 5 minutes de consultation, voilà. Que je ne vais plus voir d'ailleurs. Voilà. Et je pense qu'il y a des très bons médecins de médecine générale et qu'il peut y avoir aussi des sages-femmes qui sont un peu autour de l'argent et qui peuvent aller très vite dans leur consultation. Donc je ne veux pas non plus stigmatiser parce que ça ne serait pas juste non plus. Voilà. C'était pas mon propos, c'était simplement dire que vraiment il existe tout un suivi obstétrical et gynécologique et parfois les femmes l'ignorent. Donc si elles aiment bien leur sage-femme, n'hésitez pas à continuer avec elles. Alors justement, avant qu'on soit amené à conclure, parce qu'on pourrait t'écouter des heures, mais on ne veut pas non plus te prendre trop de temps, il y a aussi un de tes combats qui est hyper important. Est-ce que brièvement tu pourrais me parler de tout ce de toute la question du postpartum et du fait qu'on ignore, en tout cas moi je l'ignorais avant que tu m'en parles, que c'est la première cause de mortalité chez la jeune mère. Et comment on pourrait faire en sorte que ça change? Quand tu fait une comptabilité à 1 an après l'accouchement, autrement, dans les heures qui suivent un accouchement, c'est l'hémorragie de la délivrance. Mais si on compte à 1 an, c'est les statistiques OMS qui disent qu'effectivement, c'est le suicide de la jeune mère. Alors, oui, c'est mon combat parce qu'il est double. C'est-à-dire qu'il y a un discours autour de la femme enceinte et elle-même tient ce discours parce qu'on va dire quand même que si tout va bien dans le couple, mais si elle a gardé l'enfant, c'est quand même, il y a une probabilité que ça aille pas si mal que ça, on va dire les choses comme ça. Quel que soit le couple d'ailleurs, homosexuel ou pas, si tout va bien, on est dans une période qui est une période amoureuse, quoi. Et où le rêve, et où l'enfant s'est quand même fait à 2, a été conçu à 2, etc. Et là, attention, oui, on peut concevoir un enfant à 2. Oui, le désir d'un homme ou le désir d'une compagne peut être aussi fort que celui de la personne qui va porter l'enfant. D'accord, tout ça, je suis d'accord. Par contre, la grossesse, l'accouchement et l'allaitement sont spécifiquement féminins. Ce sont des événements qui n'arrivent qu'aux femmes, d'accord ? Qui portent l'enfant. Celles qui portent l'enfant.
ça n'arrive pas aux autres. Alors, en ce qui concerne les hommes par rapport à ça, et après je parlerai des femmes homosexuelles, mais en ce qui concerne les hommes, il y a là, chez eux, une incompréhension. Ils ne peuvent pas accompagner. Or, ce que va leur demander leur compagne, c'est justement d'être à deux. C'est impossible d'être à deux sur un accouchement. La traversée de l'accouchement, elle est solitaire. On peut aimer l'autre de toutes ses forces, on peut l'admirer pendant qu'il vit tout ça. Mais on ne peut pas être deux dans cette situation-là. Seule la femme a les contractions, même en tant que sage-femme, en comprenant ce qui se passe, etc. Même si de toutes mes forces, je voudrais lui en prendre juste 3-4 là, je ne pourrais pas le prendre les 3-4 qui suivent. Elle est seule et c'est ça qu'elle va rencontrer au moment de l'accouchement. Je pense... Je ne sais pas, je n'ai pas traversé encore cette expérience. Je pense que c'est aussi l'expérience de la mort. C'est-à-dire, je pense qu'au moment où on meurt, on est seul. Je pense ça vraiment. Maintenant, j'en sais rien, hein, je le suppose. Et je pense justement que l'accouchement est la période de la vie qui t'apprend cette chose-là. C'est-à-dire que, voilà. Par ailleurs, au moment de l'accouchement, c'est le moment où la femme va passer au fur et à mesure de ses contractions dans ce qu'on va appeler à un moment donné, c'est un moment qui est très archaïque, qui est très très dur pour les femmes, et qui est complètement primaire, voilà, et qui est sauvage, qui est animal, voilà. Et dans cette chose-là, il y a en même temps cette espèce de rencontre avec la mort, car parce qu'à un moment donné c'est trop, c'est non, voilà, voilà, ça arrive à toutes les femmes, ce non-là, et le non, au moment où ça arrive, si tout va bien, c'est là vers la fin de la dilatation, évidemment vers 7-8 cm, et c'est pas fini. Voilà. Et il y a encore. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le moment du lâcher-prise. Et c'est le moment où les femmes passent derrière leur enfant pour le pousser pour toujours devant elles. Cette traversée qui est physique, psychologique et émotionnelle, elles sentent, elles savent que c'est du définitif. Voilà. Il n'y a rien qui est définitif dans la vie avant ce moment-là. Donc c'est une autre traversée, elle rencontre le définitif. C'est pour ça qu'elle rencontre quelque chose qui est de l'ordre de la mort à ce moment-là. Et c'est le passage d'une génération à une autre. C'est à ce moment-là qu'elles deviennent mères pour toujours, quel que soit ce qui arrive à leur enfant d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'on passe à la génération d'après. J'adore cette image que tu racontes. Il faut passer derrière pour le pousser et le pousser pour toujours. Et on sera toujours... Donc, ce combat pour le postpartum, je vous encourage à lire les différents écrits et les différents autres témoignages. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que ce moment de solitude, elle va l'avoir petit à petit. Oui. Alors, ce qui est différent, parce que j'ai dit les couples homosexuels, ce qui est différent pour une femme, c'est qu'elle perçoit ce que traverse l'autre. Et elle perçoit qu'elle ne le traverse pas. Et du coup, elle est en train de percevoir cette aventure physique dans le corps de sa compagne, qu'elle ne vit pas. Voilà. Et il y a un décalage par rapport à ça. Par contre, l'enfant, non. C'est-à-dire que l'enfant, il va te rendre mère, et il va te rendre père, et il va te rendre deuxième mère, ou mère, enfin chacune aura son identité. Voilà, les deux seront bien mères, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est plutôt quelque chose de ce vécu archaïque qu'elle aura vécu à travers quelqu'un d'autre. Et d'une certaine façon, il y a là une solitude qui est peut-être encore pire. Alors, je suppose,
Pourquoi? Parce que du côté de la mère, elle le découvre, on le sait, et du côté du père, il ne peut pas traverser ça parce que c'est un homme. Mais du côté de la compagne, si elle est une femme, donc elle peut traverser ça. Et se pose cette question-là, à ce moment-là, et là, l'autre femme est dans une, comment dire, dans une solitude complètement solitaire, parce que cette autre femme, c'est pas raconté ça. Ça n'existe pas. Cette maternité-là silencieuse, aujourd'hui, elle n'existe pas nulle part. On ne parle pas de la campagne, de ce qu'elle traverse. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Voilà, ça nous intéresse tout particulièrement. C'est tout à fait des questions qu'on a envie de poser au WeToo. Donc, alors, comme le temps passe, oui. on me fait signe qu'il faut qu'on avance, enfin qu'on conclue. Donc, notamment pour conclure, je voudrais signaler qu'il vient d'arriver une nouvelle aventure incroyable. Je suis donc l'héroïne d'un film qui est tourné par Aude Pépin, que vous allez, j'espère, avoir la chance de découvrir prochainement. Et on va passer tout de suite le teaser de ce film, dans laquelle voilà, Chantal a une place toute particulière. Je ne suis pas l'héroïne, hein. Ouais. Je fais mon travail de sage-femme, mais c'était mon cadeau de retraite que m'a fait Aude. Voilà, et je fais juste que travailler. Voilà. Eh ben, on regarde tout de suite les images. C'est un film sur la beauté des premiers gestes, sur l'éveil au monde. C'est un film sur des moments de joie fulgurante, de désespoir aussi. C'est un film sur une femme courageuse et sur le courage des femmes. C'est un film sur la maternité, sur les sororités. C'est un film politique sur les droits acquis et ceux à conquérir. C'est un film sur les femmes et sur la vie. À la vie, prochainement au cinéma. Donc il s'agit du documentaire donc réalisé par Aude Pépin et on va essayer, donc ça fait partie des soirées que l'on espère pouvoir vous annoncer très prochainement, une projection du film avec l'équipe du film, avec Aude, et que j'espère tu reviendras parce que, que j'ai encore une question à te poser, que je me rends compte que l'heure passe et que c'est pas terminé, mais que donc on pourra parler du film ensemble et spécifiquement de cette question que tu touches, et on vous invitera à venir donc rencontrer Chantal en live et poser vos propres questions si vous en avez. Et donc avant de te remercier infiniment, on a un petit rituel au WeToo Live. C'est le WeToo Festival est organisé sous forme de questions. On questionne le féminisme évidemment, on ne propose pas de réponses, mais des ouvertures, des propositions, des pistes de réflexion. Et toi, si tu devais interroger un festival comme le nôtre, est-ce qu'il y a une question que tu aurais envie de poser à des artistes, à des gens qui réfléchissent? Est-ce que c'est la question que tu as posée toute ta vie, par exemple, comment rendre l'accouchement féministe, ou est-ce que tu as vraiment une question plus spécifique à nous poser? De même que j'ai essayé en tant que sage-femme de réfléchir à la place des femmes et des mères au sein de la société, je me dis que peut-être, puisque je suis sage-femme et que c'est mon boulot entre guillemets, d'aider à mettre au monde, peut-être que j'ai un rôle, moi, là, et le rôle que je vois par rapport à votre festival, c'est de dire que la culture est particulièrement... à l'intérieur de la culture, je dirais l'aspect poétique de la culture. Il me semble que le poète, c'est celui qui dit les choses avant qu'elles arrivent. C'est-à-dire que c'est le prophète moderne. C'est une forme de prophète moderne. Et donc, à l'intérieur de votre festival autour de la culture, je me dis, il y a une prophétie moderne. Les professionnels de santé dont je fais partie ont absolument besoin de ça. Dans la physiologie, j'ai dit que les sages-femmes, les bonnes sages-femmes étaient celles qui sentaient dans l'air ce qui pouvait se produire. Au niveau des artistes, je pense que c'est vous qui sentez dans l'air ce qui va se passer au niveau de la société. Et vous êtes à la fois artiste et à la fois femme. Vous avez une double responsabilité. Elle est lourde. Et je veux bien être votre sage-femme. On la mesure et c'est vraiment un honneur. Donc,
Merci infiniment, De Chantal rien, Birman, pour voilà. Je vous conseille donc évidemment le livre de Chantal, Au Monde. J'espère qu'on se retrouve très bientôt. On peut vous annoncer très rapidement, on vous annoncera le prochain We Too Live de janvier. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. À très bientôt.